Comment un seul homme, sans armée ni couronne, peut-il acheter la conscience de Dieu? En 1410, la chrétienté est une maison divisée. 3 papes se disputent le trône de Saint-Pierre. L'un d'eux, Baldassare Cossa, un ancien pirate devenu cardinal, a besoin d'argent, beaucoup d'argent. Il se tourne vers un banquier florentin discret mais redoutablement ambitieux, Giovanni di Bicci de' Medici. Giovanni ne prête pas seulement de l'argent, il investit dans le pouvoir. Il conclut un pacte avec le diable en soutane. Il financera la campagne de Cossa pour devenir l'unique pape, Jean XXIII. En retour, si le pari réussit, la banque Médicis deviendra la seule et unique banque de la curie romaine. C'est un coup de poker qui pourrait détruire sa famille ou la rendre plus puissante que n'importe quel roi. Cossa gagne. Du jour au lendemain, les flots d'or de toute l'Europe chrétienne, les dîmes, les indulgences, les taxes, se déversent dans les coffres des Médicis à Florence. Ils ne sont plus de simples prêteurs, ils sont devenus les trésoriers du Tout-Puissant. Et avec cet argent, ils commencent leur première guerre, une guerre sans épée ni canon. Leurs concurrents, les vieilles maisons bancaires florentines comme les Alberti ou les Strozzi, qui ricanaient de ces parvenus du Mugello, ne comprennent pas ce qui leur arrive. Les Médicis, grâce à leur position papale, peuvent manipuler les taux de change, bloquer les transferts, déclarer soudainement qu'une dette est due. Ils mènent des assassinats financiers, orchestrant des paniques bancaires qui poussent de leurs rivaux à la faillite. Giovanni n'est pas un guerrier, mais il manie les chiffres comme un condottière manie l'épée. Chaque registre de compte est un champ de bataille, chaque lettre de change une arme. Il tisse une toile à travers l'Europe, ouvrant des succursales à Londres, Genève, Bruges, Avignon. Ces bureaux ne sont pas de simples comptoirs. Ce sont des postes d'écoute, des centres de collecte de renseignements. Le directeur de la filiale de Bruges sait avant le roi de France si la récolte de laine anglaise sera bonne et donc si le prix des tapisseries flamandes va monter ou chuter. L'information, c'est du pouvoir. Et les Médicis en ont plus que quiconque. Ils inventent les outils du capitalisme moderne. L'échec, la comptabilité en partie double, les sociétés holding. Mais ces innovations ne sont pas au service du progrès. Elles sont au service de l'accumulation. Ils prennent de l'argent aux rois, aux princes, aux ducs. Bientôt, la couronne d'Angleterre et le trône de France leur doivent des fortunes. Les Médicis ont compris avant les autres. Celui qui contrôle les dettes des rois contrôle les royaumes eux-mêmes. À Florence, il reste discret. Giovanni s'habille simplement, marche dans les rues sans garde. Il finance des œuvres de charité, commande des œuvres d'art pour les églises. Il se construit une image de citoyen humble et pieux. Mais dans l'ombre, il place ses hommes aux postes clés de la République. Il ne gouverne pas, il s'assure que ceux qui gouvernent lui doivent tout. Chaque décision de la seigneurie, chaque loi votée est d'abord soupesée sur les balances de la banque Médicis. Le pouvoir politique à Florence est encore un jeu de chaises musicales entre les grandes familles. Mais Giovanni change les règles. Il n'a pas besoin de s'asseoir sur le trône. Il préfère posséder le sol sur lequel le trône est posé. Il transforme l'or en influence, l'influence en contrôle. Il ne demande pas l'obéissance, il l'achète. Et c'est là que réside son génie et sa malédiction. Il a créé une machine si puissante, si efficace, que sa propre famille en deviendra le rouage principal, puis la prisonnière. La République florentine, fière et indépendante, ne le sait pas encore, mais elle vient de vendre son âme. Le prix était raisonnable, les conditions de paiement excellentes. La démocratie est devenue une filiale de la banque Médicis. Giovanni di Bicci a posé la première pierre d'un empire invisible, un empire dont les frontières ne sont pas tracées sur des cartes, mais dans les livres de comptes. Un empire qui se transmettra non par le sang royal, mais par le flux de l'or. Pensez-y un instant. Quelle force est la plus redoutable ? Le pouvoir qui s'affiche avec des armées et des palais, ou celui qui se cache derrière des chiffres dans un registre? Giovanni a fait son choix. Il a choisi le pouvoir silencieux, le pouvoir qui ne dit pas son nom. Il a compris que la véritable souveraineté ne vient pas de Dieu, mais des créanciers. C'est une leçon que l'Europe mettra des siècles à apprendre. Les Médicis, eux, l'ont enseigné. La ville de Florence, berceau de la Renaissance, est sur le point de devenir leur chef-d'œuvre et leur laboratoire. Une expérience à grande échelle sur la nature du pouvoir. Une expérience payée avec l'or du pape et le sang des concurrents. La fondation est solide, construite sur l'usure, l'espionnage est une piété de façade. Giovanni a tout préparé.
Il laisse à son fils, Cosme, un héritage colossal, pas seulement une fortune, mais un système, une machine à fabriquer du pouvoir. Le défi pour Cosme sera de savoir s'en servir, car un tel pouvoir attire inévitablement l'attention. Et la jalousie des vieilles familles, celles qui ont le sang noble mais les coffres vides, est une bête féroce qui attend son heure dans l'ombre du Palazzo Vecchio. Giovanni est mort, vive Cosme. Mais le nouveau maître devra prouver qu'il n'est pas seulement l'héritier d'un banquier, mais le digne successeur d'un roi sans couronne. Le génie de Giovanni fut de rendre le pouvoir invisible. Le défi de son fils, Cosme de Médicis, sera de le conserver face à ceux qui veulent le mettre en lumière pour mieux le détruire. Qu'auriez-vous fait à sa place? Auriez-vous risqué toute la fortune familiale pour un pouvoir absolu ou auriez-vous choisi la sécurité d'une richesse discrète? Partagez votre choix dans les commentaires. Cosme de Médicis hérite d'une arme financière, mais il comprend que Florence n'est pas une banque. C'est une poudrière de clans rivaux où les poignards sont plus rapides que les contrats. Les anciennes familles aristocratiques, menées par le redoutable Rinaldo degli Albizzi, voient en ce banquier au visage placide une menace mortelle pour leurs privilèges. Pour eux, Cosme n'est qu'un usurier glorifié, un homme du peuple dont l'or souille la pureté de la République. Une guerre sourde s'engage, non pas sur les marchés, mais dans les ruelles sombres et les couloirs du pouvoir. C'est une guerre de rumeurs, de calomnies, de dossiers compromettants. Les Albizzi contrôlent la seigneurie, le gouvernement de Florence. Ils accusent Cosme de tyrannie, de vouloir renverser les institutions. C'est l'hôpital qui se moque de la charité, mais dans la politique, la vérité est souvent la première victime. Cosme est convoqué au Palazzo Vecchio, le cœur du pouvoir florentin. Il y entre en homme libre, mais il comprend vite qu'il s'agit d'un piège. Il est arrêté, jeté dans une minuscule cellule au sommet de la tour, l'Alberghetto. De là, il peut voir toute sa ville, tout son empire, sur le point de lui échapper. Chaque jour, dans sa cellule, Cosme attend le verdict, la mort ou l'exil. Les Albizzi veulent sa tête. Ils savent que tant qu'il respire, même en exil, son argent peut parler pour lui. Mais ils ont sous-estimé la profondeur de son réseau. Cosme n'a pas seulement acheté des politiciens. Il a acheté la loyauté des geôliers, des capitaines, des fonctionnaires. Depuis sa prison, il commence à négocier sa vie. Il fait passer des messages, des promesses et surtout de l'or. Le geôlier qui lui apporte sa nourriture est soudoyé pour goûter les plats par peur du poison. Un membre de la seigneurie, initialement favorable à sa mort, reçoit une offre qu'il ne peut refuser. L'annulation d'une dette colossale envers la banque Médicis. Finalement, la sentence tombe. Ce ne sera pas la mort, mais 10 ans d'exil. Les Albizzi ont gagné, pense-t-il. Ils ont chassé le serpent de la ville. Quelle erreur! Ils n'ont pas compris que le pouvoir de Cosme n'est pas lié à sa présence physique. Son pouvoir est fluide, transnational. Il est dans les livres de comptes de ses filiales à Venise, à Rome, à Genève. L'exil de Cosme se transforme en un coup de maître stratégique. Il est accueilli à Venise non pas comme un criminel, mais comme un chef d'État en visite. Les grandes familles vénitiennes savent qui il est. Elles savent que l'homme qui contrôle les finances du pape est un allié précieux. Pendant ce temps, à Florence, Rinaldo Albizzi savoure son triomphe. Mais l'économie de la ville commence à tousser. Le plus grand contributeur fiscal, le plus grand employeur, le plus grand investisseur a disparu. Les capitaux fuirent la ville, les partenaires commerciaux de la banque Médicis suspendent leurs activités avec Florence. Cosme, depuis son palais vénitien, orchestre une lente et méthodique strangulation financière de sa propre patrie. Il n'a pas besoin d'armée, il lui suffit de donner l'ordre à ses directeurs de succursales de refuser tout crédit aux entreprises florentines liées aux Albizzi. La ville s'asphyxie, le chômage explose, les artisans font faillite. Le peuple qui avait acclamé la chute de Cosme commence à gronder. 1 an. Il n'aura fallu qu'1 an. Moins d'1 an après son départ, une nouvelle seigneurie favorable aux Médicis est élue à Florence. L'une de ses premières décisions est d'annuler le décret d'exil de Cosme et de prononcer à son tour une sentence de bannissement contre Rinaldo Albizzi et son clan. Le retour de Cosme est un triomphe digne d'un empereur romain. La foule qui l'avait maudit l'accueille maintenant en sauveur, en pater patria, le père de la patrie. Cosme a appris une leçon essentielle dans sa cellule. Le pouvoir visible est une cible. Il ne prendra jamais de titre officiel.
Il restera un simple citoyen, mais un citoyen qui choisit, qui siège au gouvernement, qui approuve les lois, qui décide de la guerre et de la paix. Il a perfectionné le système de son père. Il a créé une monarchie cachée, une autocratie déguisée en république. Il contrôle tout, mais ne signe rien. C'est l'art suprême du pouvoir, être partout et nulle part à la fois. Cosme utilise sa fortune pour embellir Florence, pour en faire la capitale culturelle du monde. Il finance Brunelleschi pour terminer le dôme de la cathédrale, il soutient Donatello Fra Angelico. Mais ce mécénat n'est pas un acte de générosité désintéressée. C'est un instrument politique. Chaque fresque, chaque sculpture, chaque bâtiment qu'il commande chante la gloire des Médicis. Il transforme la ville en un monument à la gloire de sa famille. L'art devient une arme de propagande, la plus belle et la plus efficace qui soit. Il achète la loyauté des artistes et des intellectuels, tout comme il achète celle des politiciens. Il a compris que le pouvoir sur les esprits est plus durable que le pouvoir des armes. Il a pacifié Florence, mais à quel prix? La liberté de la République a été échangée contre la stabilité et la prospérité. Peut-on justifier une trahison si elle est commise au nom de la grandeur de la famille? Cosme, le père de la patrie, est aussi devenu son premier parrain. Un homme qui offre sa protection, mais qui exige en retour une allégeance absolue. Et ceux qui refusent disparaissent, silencieusement, efficacement. L'âge d'or de Florence a commencé. Un âge d'or dont l'éclat dissimule l'acier froid de la tyrannie. Le pouvoir est désormais solidement ancré, transmis de père en fils. Mais un tel héritage, bâti sur l'intrigue et la peur, porte en lui les germes de sa propre destruction. Son petit-fils, Laurent, l'apprendra dans un bain de sang sur le marbre froid de la cathédrale. Laurent de Médicis, petit-fils de Cosme, hérite d'un pouvoir quasi royal. On le surnomme Il Magnifico, le Magnifique. Poète, diplomate, mécène, il est l'incarnation de l'homme de la Renaissance. Sa cour est la plus brillante d'Europe. Botticelli peint pour lui, Michel-Ange sculpte dans son jardin, les plus grands philosophes humanistes animent ses banquets. Florence est une fête perpétuelle, un spectacle de beauté et d'intelligence, mais derrière cette façade dorée, le pouvoir des Médicis est plus fragile qu'il n'y paraît. La banque, négligée au profit de la politique et des arts, commence à péricliter. Et les vieux ennemis, les familles rivales humiliées par Cosme, n'ont pas pardonné, ils attendent leur heure. À leur tête, la famille Pazzi, des banquiers aussi riches et presque aussi puissants que les Médicis, rongés par l'ambition et la jalousie. Ils ont un allié de poids, le pape Sixte IV, un homme avide et sans scrupules qui voit d'un mauvais œil la mainmise des Médicis sur la politique italienne. L'argent des Pazzi et la bénédiction du pape. Le cocktail est immortel. Un complot prend forme, d'une audace et d'une cruauté inouïe. Le plan n'est pas de chasser les Médicis. Le plan est de les exterminer. L'objectif est de tuer Laurent et son jeune frère Julien en même temps. Un double assassinat pour décapiter la famille et semer le chaos. Le lieu choisi pour le crime ajoute au sacrilège la cathédrale Santa Maria del Fiore, le cœur spirituel de Florence. Le moment, le dimanche de Pâques de l'an 1478, pendant la messe solennelle. Les assassins sont un mélange hétéroclite, des membres de la famille Pazzi, des prêtres mécontents et un condottière professionnel. Le signal pour frapper sera le moment de l'élévation de l'hostie, lorsque tous les fidèles auront la tête baissée dans un acte de dévotion. C'est le comble du cynisme. Utiliser le moment le plus sacré de la liturgie chrétienne pour commettre un double meurtre. Laurent et Julien sont présents, sans méfiance, entourés par la foule. Ils ne savent pas que parmi les fidèles qui prient à leur côté se trouvent les hommes qui ont juré leur mort. La tension est palpable. Chaque seconde qui passe rapproche le moment fatal. Le prêtre élève l'hostie. Le silence se fait dans la cathédrale immense. C'est le signal. Un des assassins, Bernardo Bandini, se jette sur Julien de Médicis. Il le poignarde avec une telle fureur 19 fois que dans sa rage, il se blesse lui-même à la jambe. Julien s'effondre dans une mare de sang au pied de l'autel. Au même moment, 2 prêtres se ruent sur Laurent. Mais ils sont maladroits, leurs coups ne sont pas mortels. Le premier coup ne fait qu'érafler le cou de Laurent. Il a le temps de réagir. Il enroule son manteau autour de son bras pour s'en faire un bouclier, sort sa propre épée et se défend avec acharnement.
Ses amis forment un cercle autour de lui, le protégeant. Un chaos indescriptible s'empare de la cathédrale. Les femmes hurlent, la foule panique, se piétinant pour fuir. Dans la confusion, les amis de Laurent parviennent à l'entraîner et à l'enfermer dans la sacristie, barricadant la lourde porte de bronze. Laurent est vivant, blessé mais vivant. La conjuration des Pazzi a à moitié échoué. Et cet échec va coûter incroyablement cher à ses auteurs. Pendant que Laurent est réfugié dans la sacristie, le chef du clan Pazzi, Jacopo, galope à travers la ville avec ses hommes, criant « Liberté, peuple !» Il espère un soulèvement populaire contre les Médicis. C'est sa dernière erreur fatale. Le peuple de Florence ne se soulève pas pour les Pazzi, il se soulève pour les Médicis. Les cris de « Liberté !» sont couverts par un autre cri, beaucoup plus terrifiant, « Pâle ! Pâle !» le cri de ralliement des partisans des Médicis, en référence aux boules de leur blason. Une chasse à l'homme d'une brutalité inouïe commence dans les rues de Florence. La vengeance est immédiate, totale, impitoyable. Les conjurés sont traqués, massacrés sur place. L'archevêque de Pise, complice du complot, est pendu à une fenêtre du Palazzo Vecchio, toujours vêtu de ses habits sacerdotaux. Francesco de Pazzi est sorti de son lit, traîné nu à travers les rues et pendu à la même fenêtre. En quelques heures, les façades du centre de Florence sont décorées des corps se balançant de plus de 80 conspirateurs. La vengeance de Laurent est terrible, mais elle ne s'arrête pas là. Il fait effacer le nom même des Pazzi de l'histoire de Florence. Leurs armoiries sont détruites, leurs biens confisqués, leurs membres survivants sont bannis ou emprisonnés à vie. Il engage Botticelli pour peindre sur les murs du Palazzo Vecchio les portraits des conjurés pendus en effigie pour que personne n'oublie jamais le prix de la trahison. Le pape Sixte IV, furieux de l'échec du complot et du meurtre d'un archevêque, excommunie Laurent et jette l'interdit sur Florence. Une guerre s'ensuit. Laurent le Magnifique, le poète, se révèle être un chef de guerre implacable. Il a survécu, mais l'attentat l'a changé. La douceur de vivre florentine a été souillée par le sang. Le mécène éclairé est devenu un tyran par nécessité, obsédé par la sécurité et la vengeance. Il a appris que le pouvoir ne se conserve pas seulement avec l'art et la philosophie, mais aussi avec la peur. Florence est plus que jamais sous sa coupe, mais à un prix terrible. La République est morte et enterrée sous le marbre de la cathédrale. Et l'éclat de la Renaissance semble soudain bien pâle face à la noirceur des âmes. Le sang sur le marbre a consacré le pouvoir de Laurent. Mais il a aussi planté une graine de fanatisme dans la ville, une réaction à ce monde de luxe et de violence. Un moine dominicain du nom de Jérôme Savonarole regarde ce spectacle avec dégoût et attend son heure. Le règne de Laurent le Magnifique a transformé Florence en un temple de l'hédonisme et de l'art néo-païen. Mais après sa mort, son fils Pierre, surnommé le Malchanceux, s'avère être un dirigeant faible et arrogant. Il ne faut pas longtemps pour que les Florentins, fatigués de la domination des Médicis, le chassent de la ville. Le vide du pouvoir est immédiatement comblé par une figure austère, charismatique et terrifiante, le frère Jérôme Savonarole. Ce moine dominicain est l'antithèse absolue des Médicis. Là où il prêchait la beauté, il prêche l'austérité. Là où il célébrait l'homme, il annonce la colère de Dieu. Depuis des années, ses sermons apocalyptiques secouent les murs des églises de Florence. Il dénonce le luxe, la corruption de l'Église et surtout la tyrannie des banquiers qui ont transformé la cité de Dieu en un nouveau Sodome. L'expulsion des Médicis est pour lui un signe divin. Il prend le contrôle de la ville, non par la force, mais par le pouvoir de sa parole. Il promet de faire de Florence une nouvelle Jérusalem, la République du Christ. Le pouvoir de Savonarole est total. Il instaure une théocratie puritaine. Des bandes de jeunes partisans, sa police des mœurs, parcourent la ville, terrorisant les citoyens, les forçant à renoncer à toute forme de luxe. Les tavernes sont fermées, les jeux de hasard interdits, les vêtements jugés trop somptueux sont confisqués. Florence, la ville des couleurs et de la joie de vivre, devient grise, silencieuse, paralysée par la peur du péché. L'art lui-même est considéré comme une source de corruption. Savonarole organise alors les tristement célèbres bûchers des vanités. Sur la Piazza della Signoria, la place centrale de la ville, on érige d'immenses pyramides d'objets jugés pécamineux.
Les Florentins, pris dans une sorte d'hystérie collective, sont invités à y jeter tout ce qui pourrait les détourner de Dieu. Des miroirs, des cosmétiques, des robes luxueuses, des instruments de musique, des livres de poètes jugés licencieux comme Boccace. Mais le plus tragique, c'est que des œuvres d'art inestimables, y compris des tableaux de Botticelli, sont jetés dans les flammes par leurs propres auteurs, pris de remords ou de peur. C'est une guerre idéologique contre tout ce que les Médicis avaient représenté. Pendant ce temps, les Médicis en exil ne restent pas inactifs. Depuis Rome et d'autres cités italiennes, ils financent des agents, des espions, pour saper le régime de Savonarola. Des émeutes éclatent entre les partisans du moine, surnommés les Piagnoni, les pleurnichards, et les partisans d'un retour à une vie plus festive, les Arrabbiati, les enragés. La ville est au bord de la guerre civile. Savonarola, dans son zèle, commet une erreur fatale. Il ne s'attaque pas seulement aux Médicis, il s'en prend directement au pape à Rome, Alexandre VI Borgia, l'accusant de tous les vices et appelant à sa déposition. Or, même un pape aussi corrompu qu'Alexandre VI ne peut tolérer une telle insubordination. Le Vatican, qui avait d'abord vu d'un bon œil la chute des Médicis, commence à s'inquiéter de ce prophète incontrôlable qui menace de provoquer un schisme. Le pape excommunie Savonarola, mais le moine défie l'autorité papale et continue de prêcher, se proclamant l'envoyé direct de Dieu. La situation devient intenable. Les puissances européennes s'inquiètent de cette république fanatique au cœur de l'Italie. L'économie florentine, privée de ses banquiers et de son commerce de luxe, s'effondre. La famine menace. Le peuple, qui avait acclamé Savonarola comme un sauveur, commence à douter. L'épreuve de force finale est déclenchée par une proposition grotesque, une épreuve du feu. Un moine franciscain, rival de Savonarola, propose de traverser un brasier avec lui pour prouver qui a le soutien de Dieu. Le spectacle est organisé sur la Piazza della Signoria, mais au dernier moment, des querelles théologiques sur les objets que les moines peuvent emporter dans les flammes font capoter l'événement. La foule, déçue et furieuse de s'être fait berner, se retourne contre Savonarola. C'est le signal que ses ennemis attendaient. Le couvent de San Marco, où il réside, est pris d'assaut. Le prophète est arrêté, ainsi que ses deux plus proches lieutenants. Le procès est une parodie de justice. Savonarola est soumis à la torture, ses membres sont disloqués sur le chevalet. On lui arrache des aveux dans lesquels il confesse être un faux prophète. Le verdict est sans appel, la mort. En mai 1498, sur la même Piazza della Signoria où il avait érigé ses bûchers des vanités, on construit un immense gibet et un bûcher. Jérôme Savonarola et ses deux compagnons sont d'abord pendus, puis leurs corps sont brûlés. Leurs cendres sont ensuite jetées dans le fleuve Arno pour qu'il ne reste aucune relique de ce prophète qui a fait trembler Florence. La République du Christ a duré moins de 4 ans. Le pouvoir de la parole et de la foi a été vaincu par le pouvoir politique et le cynisme. La chute de Savonarola ouvre la voie au retour des Médicis. Ils ont gagné, mais la leçon a été rude. Ils ont compris que Florence seule est un bastion trop fragile. Pour assurer leur survie et leur domination, ils doivent viser plus haut. Ils doivent conquérir le seul trône qui prétend dominer tous les autres, le trône de Saint-Pierre à Rome. Le fanatisme de Savonarola ou la tyrannie des Médicis? C'est une question qui hante encore Florence. Que choisiriez-vous? Un leader qui promet la pureté de votre âme au prix de votre liberté ou un dirigeant qui vous offre la prospérité en échange de votre soumission? Faites votre choix et expliquez-le dans les commentaires. La chute de Savonarola a laissé une leçon durable aux Médicis. Le pouvoir à Florence est précaire, constamment menacé par les factions rivales et les sursauts de ferveur populaire. Pour devenir invulnérables, ils doivent s'emparer d'une puissance qui transcende les frontières d'une seule cité. Ils visent la papauté, c'est le sommet de l'ambition, le prix ultime. En 1513, leur plan se réalise. Giovanni de Médicis, le deuxième fils de Laurent le Magnifique, est élu pape sous le nom de Léon X. Pour la première fois, un Médicis siège sur le trône de Saint-Pierre. Le pouvoir financier et le pouvoir spirituel de la chrétienté sont désormais réunis dans les mains d'une seule famille. Léon X est un homme de la Renaissance, un hédoniste fastueux qui aurait dit à son frère « Puisque Dieu nous a donné la papauté, jouissons-en. » Et il va en jouir,
Rome devient le théâtre de fêtes somptueuses, de chasses et de banquets extravagants. Les finances du Vatican, déjà précaires, sont dilapidées à un rythme effréné. On dit que Léon X a réussi à dépenser non seulement les revenus de son pontificat, mais aussi ceux de son prédécesseur et de son successeur. Pour financer son train de vie et son projet le plus ambitieux, la reconstruction de la basilique Saint-Pierre, Léon X a besoin d'argent, énormément d'argent. Il se tourne alors vers la plus grande source de revenus de l'Église, la vente des indulgences. Le concept n'est pas nouveau, mais Léon X et ses banquiers le transforment en une opération commerciale à grande échelle. Une sorte d'introduction en bourse du salut de l'âme. Des prédicateurs sillonnent l'Europe, en particulier l'Allemagne, avec des slogans publicitaires choquants. Aussitôt que l'argent teinte dans la caisse, l'âme s'envole du purgatoire. C'est une théologie de comptable, une marchandisation du sacré qui dépasse tout ce que l'on avait vu jusqu'alors. C'est cette campagne agressive qui va provoquer la colère d'un moine allemand obscur et tourmenté, un certain Martin Luther. En 1517, il affiche ses 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg. Ce n'est pas encore une déclaration de guerre, mais une protestation contre ce qu'il considère comme un abus spirituel et un racket financier. Léon X, au milieu de ces fêtes, ne prend pas la menace au sérieux. Il parle d'une querelle de moines. Il ne comprend pas qu'il vient d'allumer la mèche qui va faire exploser l'unité de la chrétienté occidentale. La réforme protestante n'est pas née d'un simple débat théologique, elle est née d'une réaction directe à la politique financière d'un pape Médicis. Après la mort de Léon X et un bref intermède, un autre Médicis monte sur le trône papal en 1523, Jules de Médicis qui prend le nom de Clément VII. Il est plus austère et plus intelligent que son cousin, mais il est aussi terriblement indécis et malchanceux. Il hérite d'une situation catastrophique. La réforme gagne du terrain en Allemagne et l'Italie est devenue le champ de bataille entre les deux plus grandes puissances d'Europe, le roi de France, François Ier, et le saint-empereur romain germanique, Charles Quint. Clément VII, pris en étau, tente de jouer un double jeu diplomatique s'alliant tantôt avec l'un, tantôt avec l'autre. C'est un jeu dangereux pour un joueur qui manque de cran. Finalement, il parie sur le mauvais cheval. Il rompt son alliance avec Charles Quint pour se rapprocher de la France. La vengeance de l'empereur sera terrible. En 1527, l'armée impériale, composée de mercenaires allemands luthériens et de soldats espagnols, se mutine au nord de l'Italie. Sans chef et sans paix, ces troupes affamées et indisciplinées décident de se payer elles-mêmes en marchant sur la ville la plus riche de toutes, Rome. Le sac de Rome de 1527 est l'un des événements les plus traumatisants de l'histoire européenne. Pendant près d'un mois, la ville éternelle est livrée à une orgie de pillage, de viols et de massacres d'une brutalité inimaginable. Les mercenaires luthériens, qui voient en Rome la Babylone de l'Apocalypse, se déchaînent avec une fureur iconoclaste, profanant les églises, détruisant les œuvres d'art, torturant les prêtres. Les palais des cardinaux sont pillés, les couvents violés, les bibliothèques brûlées. La population de la ville est décimée, rien n'est épargné. Le pape Clément VII, lui, n'échappe à la capture que de justesse. Il parvient à s'enfuir du Vatican par un passage secret, le Passetto di Borgo, et à se réfugier dans l'imposante forteresse du château Saint-Ange, tandis que ses gardes suisses se font massacrer pour couvrir sa fuite. De là, assiégé, il assiste impuissant à l'agonie de sa ville. C'est l'apogée et l'ironie tragique du pouvoir des Médicis. Au sommet de leur puissance, avec deux des leurs sur le trône de pierre, ils ont non seulement provoqué le plus grand schisme de l'histoire du christianisme, mais ils ont aussi conduit à la destruction de la capitale même de ce monde chrétien. Le sac de Rome marque un tournant. C'est la fin de la Renaissance insouciante, la fin de l'illusion d'une Italie centre du monde. Le pape Médicis est humilié. Il doit se rendre, payer une rançon colossale et céder des territoires. Il devient de fait le prisonnier politique de l'empereur Charles Quint. Le pouvoir des Médicis, qui semblait avoir atteint le ciel, s'effondre dans le sang et les cendres. Ils ont joué avec les couronnes et les empires, et le jeu s'est retourné contre eux de la manière la plus violente qui soit. La famille est chassée une nouvelle fois de Florence, qui tente une dernière fois de restaurer la République. Pour les Médicis, la leçon est claire. Le pouvoir en Italie est désormais un jeu de dupes
contrôlés par des puissances étrangères. Pour survivre, ils doivent exporter leur influence, leur sang et leurs méthodes. Ils vont le faire en envoyant une jeune fille de leur sang, à peine adolescente, épouser le futur roi d'une nation puissante et lointaine. Son nom est Catherine de Médicis et elle emporte dans ses bagages à la cour de France tout l'héritage florentin, l'amour de l'art, le goût du secret et une connaissance intime des poisons. Quand Catherine de Médicis arrive à la cour de France en l'an 1533 pour épouser Henri, le deuxième fils du roi François Ier, personne ne prend au sérieux cette jeune fille de 14 ans. Elle est l'héritière d'une immense fortune, certes, mais pour la fière noblesse française, elle n'est que la Florentine, la boutiquière, la fille de marchands et de banquiers. Orpheline, petite, le visage marqué par la variole, elle est considérée avec un mélange de mépris et de curiosité. Elle n'est pas belle, elle n'a pas de soutien puissant à la cour et son mariage est une simple transaction politique. Pendant des années, elle vit dans l'ombre, humiliée par la maîtresse de son mari, la belle Diane de Poitiers, qui la traite avec une condescendance glaciale. De plus, elle ne parvient pas à donner d'héritier au royaume, ce qui la met dans une position de précarité extrême. On parle de la répudier. Catherine doit apprendre à survivre dans un environnement hostile. Elle observe, elle écoute, elle dissimule ses émotions et ses pensées. Elle apprend l'art de l'intrigue à la française, qui est encore plus subtil et cruel que celui de Florence. Pendant 10 longues années, elle reste stérile. Elle essaie tous les remèdes, consulte tous les médecins, prie tous les saints. Puis enfin, le miracle se produit. Elle met au monde un fils, François. Et après lui, 9 autres enfants suivront. Elle a rempli son devoir de reine, mais elle reste à l'écart du pouvoir. C'est son mari devenu le roi Henri II, et surtout sa maîtresse Diane qui gouverne. Catherine ronge son frein. Elle constitue son propre réseau d'informateurs, majoritairement des Italiens qu'elle a fait venir à la cour. Elle s'entoure d'astrologues, comme le célèbre Nostradamus. Mais ce n'est pas seulement par superstition. Les cabinets des astrologues sont d'excellents lieux pour recueillir des rumeurs et des secrets. Puis, en 1559, le destin frappe. Lors d'un tournoi, le roi Henri II est mortellement blessé par un éclat de lance dans l'œil. Catherine reste à son chevet pendant 10 jours d'agonie, prenant en main les affaires de l'État avec une autorité qui surprend tout le monde. Après la mort du roi, son fils aîné, François II, monte sur le trône. Il est jeune et malade, Catherine devient de fait la régente. La boutiquière a enfin pris sa revanche. Son règne de régente, qui durera près de 30 ans sous les règnes successifs de ses 3 fils, est une longue et sanglante lutte pour préserver l'autorité royale et l'héritage de ses enfants. Le royaume de France est déchiré par un conflit d'une violence inouïe. Les guerres de religion entre les catholiques, menées par la puissante famille des Guises, et les protestants, les huguenots, dirigés par les princes de Bourbon et l'amiral de Coligny. Catherine, en bonne florentine, n'est pas une fanatique. Elle cherche avant tout la stabilité de l'État. Elle tente d'abord une politique de conciliation, de tolérance, mais elle se heurte à l'intransigeance des 2 camps. La France sombre dans une guerre civile ponctuée de massacres. Catherine doit naviguer entre les complots, les trahisons, les assassinats politiques. Elle devient une maîtresse dans l'art de la manipulation, du double jeu. On l'accuse d'utiliser des poisons, une spécialité que l'on prête volontiers aux Italiens. On la surnomme la Reine Noire. Elle crée son fameux escadron volant, un groupe de jeunes et belles dames d'honneur qu'elle utilise pour séduire les grands seigneurs de la cour et leur soutirer des informations. L'espionnage et le chantage deviennent des instruments de gouvernement. Le point culminant de cette période sombre est atteint en août 1572. Pour tenter de réconcilier les 2 parties, Catherine organise le mariage de sa fille, Marguerite de Valois, avec le chef protestant Henri de Navarre. Tout le gratin de la noblesse huguenote se rassemble à Paris pour les noces. Mais Paris est une ville ultra-catholique, fanatisée par les prêcheurs. L'atmosphère est électrique. Quelques jours après le mariage, un attentat vise l'amiral de Coligny, le principal chef militaire des protestants. Il n'est que blessé. Les Huguenots crient de vengeance et menacent de se faire justice eux-mêmes. La panique s'empare de la cour. C'est dans ce climat de peur et de paranoïa que Catherine et ses conseillers prennent une décision monstrueuse. Puisque la guerre est inévitable, autant frapper les premiers et éliminer d'un seul coup tous les chefs protestants présents à Paris.
Dans la nuit du 23 au 24 août, la nuit de la Saint-Barthélemy, le massacre commence. Coligny est achevé dans son lit, son corps défenestré. Les soldats du roi et les milices catholiques, guidés par des listes, vont de maison en maison pour assassiner les chefs huguenots. Mais le massacre planifié échappe rapidement à tout contrôle. Le peuple de Paris, animé par une haine religieuse féroce, se joint à la tuerie. Ce qui devait être une exécution politique ciblée se transforme en une boucherie populaire qui dure plusieurs jours. On tue les hommes, les femmes, les enfants. La Seine charrie des milliers de cadavres. Le massacre s'étend ensuite aux autres villes de province. Le bilan est effroyable, entre 10 000 et 30 000 morts. La Saint-Barthélemy est une tache de sang indélébile sur l'histoire de France et sur la réputation de Catherine de Médicis. A-t-elle prémédité le massacre dans sa totalité ? Les historiens en débattent encore, mais il est certain qu'elle a donné l'ordre initial. Pour elle, c'était un acte de raison d'État, une chirurgie cruelle mais nécessaire pour sauver la monarchie. Elle a exporté en France la méthode Médicis. La fin justifie les moyens. Elle a survécu, elle a maintenu ses fils sur le trône, mais à un prix moral exorbitant. L'héritière des banquiers de Florence a appris que dans le grand jeu du pouvoir européen, les pièces ne sont pas des florins d'or mais des vies humaines. Et pendant qu'elle consolidait un pouvoir sanglant en France, à Florence, une autre branche de sa famille était en train de transformer la vieille République en une tyrannie absolue et sans masque. Tandis que Catherine de Médicis exportait les intrigues florentines en France, à Florence même, le pouvoir de la famille changeait de nature. L'ère de la monarchie cachée, du pouvoir exercé dans l'ombre par des simples citoyens, était révolue. En 1537, un jeune homme de 18 ans, Cosme Ier de Médicis, issu d'une branche cadette de la famille, accède au pouvoir après l'assassinat du duc Alexandre. Les vieilles familles républicaines pensent pouvoir manipuler ce jeune homme inexpérimenté. Elles se trompent lourdement. Cosme Ier n'a rien de la subtilité de son ancêtre Cosme l'Ancien, ni du goût pour les arts de Laurent le Magnifique. C'est un homme froid, calculateur, autoritaire et impitoyable. Il ne veut pas jouer au jeu de la République, il veut le pouvoir absolu, officiel et incontesté. Il se fait nommer duc de Florence, puis, après avoir conquis Sienne, grand-duc de Toscane. Le masque est tombé, les Médicis ne sont plus les pères de la patrie, ils sont ses maîtres. Cosme Ier est un bâtisseur d'État. Il centralise l'administration, réforme la fiscalité, crée une armée permanente et, chose inouïe pour un petit État italien, une flotte de guerre pour protéger les côtes toscanes des pirates barbaresques. Il transforme Florence. Il fait construire les offices, non pas comme une galerie d'art, mais comme un bâtiment pour abriter les bureaux de son administration, les Uffizi. Il déplace sa résidence au palais Pitti, de l'autre côté de l'Arno, un palais immense et fortifié, loin du peuple, symbolisant la distance entre le souverain et ses sujets. Il est l'architecte de l'absolutisme toscan. Mais ce nouvel État n'est pas seulement construit sur l'administration et l'armée. Il est construit sur la peur. Cosme met en place une police secrète redoutable, les Otto di Guardia et Balia, les 8 de garde et de pouvoir. Ces espions sont partout. Ils infiltrent les corporations, les confréries, les familles. Personne n'est à l'abri. La délation est encouragée. Le moindre mot critique contre le duc peut vous conduire dans les geôles du Bargello, où la torture est une procédure de routine. La répression contre toute opposition politique est systématique et brutale. Les derniers partisans de la République, qui avaient tenté de s'opposer à son ascension, sont écrasés militairement, puis traqués et éliminés un par un, même en exil. Cosme commande des assassinats dans toute l'Italie, faisant exécuter ses ennemis à Venise, à Rome. La paranoïa devient un mode de gouvernement. Cette cruauté s'exerce même au sein de sa propre famille. La cour des Médicis au Palais Pitti est un lieu de luxe et de splendeur, mais aussi un nid de vipères où les jalousies et les haines sont exacerbées. Plusieurs morts suspectes entachent sa famille. L'une de ses filles, Maria, meurt jeune, officiellement de la malaria, mais les rumeurs parlent d'un empoisonnement. Plus terrible encore, la tragédie de ses 2 fils, Giovanni et Garcia. Selon la version officielle, ils meurent tous 2 de la malaria lors d'un voyage. Mais une légende tenace, la légende noire, raconte une autre histoire. Lors d'une dispute, le jeune Garcia aurait tué son frère Giovanni. Cosme
fou de rage, aurait alors poignardé lui-même Garcia. Quelle que soit la vérité, la cour de Cosme est un lieu où la mort frappe souvent et de manière suspecte. Le pouvoir absolu a un prix, la solitude et la méfiance envers tous, y compris son propre sang. Cosme Ier a réussi là où ses prédécesseurs avaient échoué, ou qu'ils n'avaient pas osé tenter. Il a transformé une république marchande en une principauté absolutiste, un État moderne et redouté. Il a donné à sa famille une couronne et un titre. Mais en faisant cela, il a aussi tué l'esprit de Florence. La ville vibrante, frondeuse, créative de la Renaissance s'est transformée en une capitale de province ordonnée, soumise et craintive. Le pouvoir n'est plus basé sur l'argent ou l'influence culturelle, mais sur la force brute, la surveillance et la répression. C'est une nouvelle ère pour les Médicis. Ils sont devenus des monarques comme les autres, avec une cour, une armée et une police secrète. Ils ont gagné en sécurité ce qu'ils ont perdu en génie. Ils sont passés de banquiers qui contrôlèrent le monde à des souverains qui ne contrôlent plus qu'un petit duché. Ils ont bâti une prison dorée et dans cette prison, même eux ne sont pas libres. Ils sont les esclaves de leur propre pouvoir, un pouvoir qui exige une vigilance constante et une cruauté sans faille. Cette main de fer a assuré la survie de la dynastie pendant près de 2 siècles. Mais elle a aussi créé un système si rigide qu'il sera incapable de s'adapter lorsque la plus grande menace ne viendra plus des assassins ou des républicains, mais d'une idée. Une idée née dans l'esprit d'un vieil homme pointant un télescope vers le ciel. Le grand-duc Cosme Ier a bâti un État fort et sûr, mais la sécurité a un coût. Auriez-vous préféré vivre dans la Florence chaotique mais créative de la République ou dans la Toscane ordonnée mais répressive du Grand-Duché ? Le choix est entre la liberté et la sécurité. Dites-nous ce qui compte le plus pour vous dans les commentaires. Le Grand-Duché de Toscane, forgé par la main de fer de Cosme Ier, est devenu un État stable et respecté. Ses successeurs, les grands-ducs Médicis, continuent de régner en monarques absolus. Ils héritent aussi de la tradition familiale du mécénat. Ils protègent les artistes, les musiciens et surtout les scientifiques. Au début du XVIIe siècle, la cour de Florence est l'un des centres les plus importants de la révolution scientifique en Europe. Le grand-duc Ferdinand Ier, puis son fils Cosme II, sont les protecteurs et les amis d'un homme qui va changer notre vision de l'univers, Galileo Galilei. Galilée n'est pas seulement un scientifique de cour, il est un ami personnel de la famille régnante. Il est le tuteur des jeunes princes Médicis. En son honneur, lorsqu'il découvre les 4 plus grandes lunes de Jupiter avec son télescope, il les nomme les astres médicéens. C'est un acte d'allégeance, mais aussi un symbole. Les Médicis, par leur mécénat, permettent de découvrir de nouveaux mondes. Pendant des décennies, la protection des grands-ducs est un bouclier qui permet à Galilée de mener ses recherches révolutionnaires en toute tranquillité. Galilée, avec son télescope, accumule les preuves en faveur de la théorie de Copernic. La Terre n'est pas le centre de l'univers. Elle tourne autour du Soleil. C'est une idée dangereuse. Elle ne contredit pas seulement 2000 ans de science et de philosophie héritée d'Aristote et de Ptolémée. Elle remet en cause l'interprétation littérale des Saintes Écritures. Elle menace le fondement même de la vision du monde de l'Église catholique. En 1616, l'Inquisition romaine condamne la théorie copernicienne comme étant sotte et absurde en philosophie et formellement hérétique. Galilée reçoit l'ordre de ne plus enseigner ni défendre cette théorie. Grâce à l'influence des Médicis, il s'en sort avec un simple avertissement. Pendant des années, il reste prudent. Mais l'élection d'un nouveau pape, Urbain VIII, qui est un de ses amis et admirateurs, lui redonne confiance. Il pense avoir le feu vert pour publier son grand œuvre. En 1632, il publie son dialogue sur les 2 grands systèmes du monde. L'ouvrage est un chef-d'œuvre de rhétorique et de science. Il ridiculise les partisans de l'ancien système et présente les preuves de l'héliocentrisme de manière éclatante. C'est une bombe. Le pape Urbain VIII se sent personnellement trahi et tourné en ridicule. Les ennemis de Galilée à Rome, les jésuites et les dominicains conservateurs saisissent l'occasion. Ils persuadent le pape que le livre est une attaque directe contre son autorité et contre la foi. L'Inquisition est saisie. Galilée est convoqué à Rome pour y être jugé. Le grand-duc Ferdinand, II de Médicis, son protecteur, se trouve dans une position impossible.
Il est un monarque absolu en Toscane, mais il reste un prince catholique soumis à l'autorité spirituelle et politique du pape. Il tente de négocier, d'utiliser la diplomatie, il envoie des lettres, cherche des appuis à la curie. Mais Rome reste inflexible. La machine de l'Inquisition est lancée et personne ne peut l'arrêter. Menacé d'excommunication et même d'une intervention militaire en Toscane, Ferdinand II est contraint de céder. Il doit abandonner son scientifique de cour, son ami. Il livre Galilée à l'Inquisition romaine. Pour les Médicis, c'est une humiliation terrible. Pour la première fois, ils se heurtent à un pouvoir qu'ils ne peuvent ni acheter, ni intimider, ni contrôler, le pouvoir du dogme. Le procès de Galilée est l'un des moments les plus tragiques de l'histoire de la science. Le vieil homme, malade, est interrogé par les inquisiteurs. Il est menacé de torture. Face à la perspective de finir ses jours sur le bûcher comme Giordano Bruno, il cède. Le 22 juin 1633, dans le couvent de Santa Maria sopra Minerva à Rome, Galileo Galilei, le plus grand scientifique de son temps, doit s'agenouiller et abjurer publiquement ses idées. Il doit déclarer que la Terre est immobile au centre de l'univers. La légende veut qu'en se relevant, il est murmuré, et pourtant, elle tourne. C'est probablement une invention, mais elle résume parfaitement le drame. La vérité scientifique a été contrainte de se taire face au pouvoir théologique. Galilée est condamné à la prison à vie, une peine qui sera commuée en assignation à résidence dans sa villa près de Florence. Il y finira ses jours, aveugle, mais continuant à travailler en secret. L'échec des Médicis à le protéger marque un tournant. Il révèle les limites de leur pouvoir. Ils peuvent régner sur la Toscane, mais ils ne peuvent pas régner sur les idées. Ce procès est le symptôme d'un monde qui change. La science moderne que les Médicis ont contribué à faire naître est devenue une force plus révolutionnaire que leur argent et leur politique. Ironiquement, les mécènes se sont retrouvés impuissants face à la créature qu'ils avaient nourrie. Et cette impuissance politique annonce un autre déclin, plus profond et plus intime, le déclin de leur propre sang. Après le drame de Galilée, le grand-duché de Toscane entre dans un long et lent crépuscule. La puissance des Médicis, autrefois si éclatante, se fane inexorablement. L'économie toscane, autrefois le moteur de l'Europe, est en plein déclin. La banque Médicis n'est plus qu'un lointain souvenir. Le commerce de la laine et de la soie, qui avait fait la fortune de Florence, est concurrencé par les manufactures anglaises et françaises. Les grands-ducs qui se succèdent au XVIIe et au début du XVIIIe siècle n'ont plus rien de leurs illustres ancêtres. Ils ne sont plus des visionnaires politiques ou des génies de la finance. Ce sont des administrateurs compétents au mieux, des personnages excentriques et incompétents au pire. La dynastie semble avoir épuisé son énergie vitale. Elle entre dans une phase de décadence, de dégénérescence qui confine parfois au grotesque. Le grand-duc Cosme III, qui règne pendant plus de 50 ans, est un bigot austère et intolérant. Sous son règne, Florence redevient une ville grise et puritaine, comme au temps de Savonarola. Il impose des lois morales strictes, persécute les Juifs et tente de faire de la Toscane un État théocratique. Il est détesté par son peuple et par sa propre famille. Son mariage avec une princesse française, Marguerite Louise d'Orléans, est un désastre tragicomique. La princesse, libre et enjouée, ne supporte pas la cour austère de Florence et son mari dévot. Leur vie commune n'est qu'une suite de scandales, de disputes et de tentatives de fuite. Leur incapacité à produire un héritier viable devient une obsession et une affaire d'État. Leur fils aîné, Ferdinand, est un homme cultivé et intelligent, mais il meurt avant son père, sans descendance légitime. Le deuxième fils, Jean-Gaston, est l'opposé total de son père. C'est un homme indolent, cynique, qui passe son temps à des fêtes et à des orgies, entouré d'une cour de jeunes favoris, les Ruspanti. À la mort de Cosme III, c'est donc Jean-Gaston qui monte sur le trône. Il est le dernier grand-duc Médicis. Son règne est une farce macabre. Obèse, malade, il gouverne depuis son lit qu'il ne quitte presque jamais. Le pouvoir est exercé par ses favoris. Le palais Pitti, autrefois le centre d'un pouvoir redoutable, devient un théâtre de l'absurde, un lieu de débauche et d'intrigues subalternes. Pendant ce temps, les grandes puissances européennes, l'Autriche, l'Espagne, la France, décident du sort de la Toscane comme si elle était un simple pion sur un échiquier. Sachant que Jean-Gaston n'aura pas d'héritier, elles négocient déjà sa succession, se partageant l'héritage des Médicis dans le dos du dernier représentant de la lignée.
La grandeur s'est évanouie, remplacée par la décadence et l'humiliation. La puissante dynastie qui avait tenu tête au roi et au pape n'est plus que l'ombre d'elle-même, une lignée en voie d'extinction. La recherche désespérée d'un héritier prend des proportions pathétiques. On tente des mariages arrangés, on consulte des médecins, mais le sang des Médicis semble avoir tari. La fin est inéluctable. C'est une lente agonie, observée avec un mélange de pitié et de convoitise par toutes les cours d'Europe. Le pouvoir, qui avait été conquis avec une telle audace et une telle intelligence par Giovanni di Bicci, s'éteint dans l'indifférence et la maladie. La machine impitoyable que la famille avait créée, basée sur l'ambition et la volonté de puissance, s'est enrayée faute de carburant. L'énergie qui avait animé Cosme l'Ancien, Laurent le Magnifique ou Cosme Ier a disparu. Il ne reste plus que des titres, des palais vides et une collection d'art d'une richesse inouïe. Jean Gaston meurt en 1737. Avec lui s'éteint la branche principale de la famille Médicis qui a régné sur Florence pendant 3 siècles. Il ne reste qu'une seule personne pour écrire le dernier chapitre de cette histoire monumentale. Sa sœur, Anne-Marie-Louise de Médicis. Une femme, la dernière des Médicis. C'est à elle que reviendra la tâche de décider de l'héritage final de sa famille. Et sa décision sera l'acte le plus sage et le plus visionnaire de toute l'histoire de la dynastie. Avec la mort de Jean Gaston, le dernier grand-duc, la dynastie des Médicis est éteinte. Le grand-duché de Toscane passe, comme convenu par les traités européens, aux mains de la maison de Lorraine. Les nouveaux souverains et les cours royales de toute l'Europe lorgnent avec une avidité à peine dissimulée sur l'héritage le plus précieux de la famille. Sa collection d'art, des chefs-d'œuvre accumulés pendant 3 siècles, des œuvres de Michel-Ange, Donatello, Botticelli, Léonard de Vinci, Raphaël, Titien. Une collection d'une valeur incalculable non seulement en argent, mais en prestige et en pouvoir culturel. Le scénario habituel serait le démantèlement. Les nouveaux maîtres de la Toscane auraient pu emporter les plus belles pièces saviennes, les vendre pour financer leur guerre ou les utiliser comme cadeaux diplomatiques. Le patrimoine des Médicis, si intimement lié à Florence, risquait d'être dispersé aux 4 vents, pillé comme un trésor de guerre. Mais il restait une dernière Médicis, Anne-Marie-Louise, la sœur de Jean Gaston, l'électrice palatine douairière. Vieille, sans enfant, elle est la dernière détentrice légale de tous les biens mobiliers de sa famille. Anne-Marie-Louise a vu sa famille s'éteindre, son nom disparaître de la scène politique. Elle sait que le pouvoir financier et militaire des Médicis n'est plus qu'un souvenir. Mais elle comprend que sa famille possède une autre forme de pouvoir, un pouvoir immortel, son héritage culturel. Elle décide de livrer une dernière bataille, non pas avec des armées ou de l'or, mais avec des contrats et des lois. Elle entame des négociations longues et difficiles avec les nouvelles autorités lorraines. Elle est en position de faiblesse, mais elle a un atout maître. Elle est la propriétaire légitime. Elle utilise cet atout avec une intelligence et une fermeté dignes de ses plus grands ancêtres. Elle ne se bat pas pour de l'argent ou pour des privilèges personnels. Elle se bat pour la postérité. Elle se bat pour que le nom des Médicis ne soit pas associé à une fin pathétique, mais à un geste d'une générosité et d'une vision sans précédent. Le 31 octobre de l'an 1737, elle signe un document juridique qui va changer l'histoire de la culture. Ce document est connu sous le nom de Patto di Famiglia, le pacte de famille. C'est un texte court mais d'une portée révolutionnaire. Par ce pacte, Anne-Marie-Louise lègue l'intégralité du patrimoine artistique et culturel des Médicis. La galerie des offices, le contenu du palais Pitti, la bibliothèque laurentienne, les joyaux de la couronne, les chapelles des Médicis, absolument tout, non pas à ses héritiers lointains mais à l'État toscan. Mais elle y met une condition, une clause unique, non négociable et perpétuelle. Ce trésor est légué à condition expresse qu'il reste pour l'utilité du public et pour attirer la curiosité des étrangers, et qu'il ne soit jamais enlevé ou transporté hors de la capitale et du Grand-Duché. En une seule phrase, elle a déjoué tous les rois et les empereurs. Elle a empêché le pillage de Florence. Elle a transformé la collection privée d'une dynastie en patrimoine public et inaliénable de l'humanité. C'est l'acte final, et peut-être le plus grand, de l'histoire des Médicis.
La femme qui n'avait jamais régné a assuré à sa famille une immortalité que ni les papes, ni les reines, ni les grands-ducs n'avaient réussi à garantir. Le pouvoir de l'argent avait disparu. Le pouvoir des armes s'était évanoui. Le pouvoir politique avait été transmis à d'autres. Mais un nouveau pouvoir est né de cet acte. Le pouvoir de la beauté légué à tous. Anne-Marie-Louise a compris que le véritable héritage n'est pas celui que l'on garde, mais celui que l'on donne. En enchaînant pour toujours ce trésor à la ville de Florence, elle a de fait inventé le concept moderne de musée public, de patrimoine national. Elle a assuré que, des siècles après que le dernier Médicis ait été mis en terre, des millions de gens viendraient à Florence pour admirer les preuves de leur grandeur. Elle a transformé le capital accumulé par l'usure et la politique en un capital culturel éternel. L'histoire des Médicis est une fresque monumentale sur la nature du pouvoir. Elle commence dans l'ombre d'un comptoir de banque, s'élève jusqu'au trône du pape, conquiert une couronne royale en France et s'éteint dans le lit d'un duc débauché. C'est une histoire de génie et de cruauté, de beauté et de sang. Ils ont financé la Renaissance, mais ils ont étranglé une république. Ils ont produit 2 papes, mais ont déclenché la Réforme. Ils ont donné une reine à la France, mais aussi un de ses pires massacres. Ils ont protégé la science, mais ont abandonné Galilée. C'est une histoire de contradiction, une leçon sur le fait que le pouvoir absolu corrompt absolument, mais que même de la corruption la plus profonde peut naître une beauté impérissable. Le dernier mot de cette histoire n'a pas été dit par un banquier ou un soldat, mais par une femme sans héritier qui a compris que la seule façon de tout garder était de tout donner. Les Médicis ont bâti leur pouvoir sur l'argent et la peur, mais ils sont entrés dans l'éternité grâce à l'art qu'ils ont offert au monde. Cela nous interroge sur ce qui constitue un véritable héritage. Dites-nous, selon vous, qu'est-ce qui laisse une trace plus profonde dans l'histoire? Un empire bâti ou un chef d'œuvre sauvé? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Nous sommes curieux de savoir ce qui a le plus de valeur à vos yeux.